Avant le voyage et les défis d'aventurier, qu'est-ce qui t'a mené à faire de la radio, donc à l'aube des années 80? Ça vient de loin. J'étais, comme tous, généralement, je pense qu'on chope le virus en étant auditeur à la base. Et moi, j'écoutais Pierre Dac, Francis Blanche sur France Inter à 13h. Il y avait un feuilleton qui s'appelait Bon baiser de partout. Bon baiser de partout. Putain, ça planque un coup de vieux. Hein. Et j'écoutais ça, c'était complètement délirant parce que Pierre Dac, Francis Blanche et toute une bande, ils étaient complètement barrés, mais ils étaient bien barrés, tous autant qu'ils étaient, et c'était à mourir de rire. Messieurs, présentez-vous vous-même. CGT 36. Alias Marcel Verstenbleu. INF1. Alias Napoléon Bougna-Plat. BMC numéro 1. Alias adjudant Tifris, Marie-Rose, née à Pointe-à-Pitre, département de la Guadeloupe. Je sais pas, je vais avoir 11 ans ou 12 ans. C'était entre les cours du matin et les cours de l'après-midi. J'entrais déjeuner à la maison. Et je me souviens, il y avait un vieux poste à lampe qui était posé sur le frigo. Et j'écoutais ça. Il y avait le jeu des 1000 francs à l'époque. T'as connu, tu te souviens? Oui, ça, je m'en souviens bien. Lucien Jeunesse. Putain, ça rajeunit pas. Hein. J'écoutais Bernard Lenoir. J'écoutais Blanc-Francard. Ouais. Et donc, avec tous les imports anglais qu'on avait chez Bernard Lenoir, etc. Et voilà, donc j'étais addict à ces émissions de radio. Moi, j'ai commencé pirate, en fait, avant 81. En 78, j'étais en terminale. J'ai créé une radio pirate à Bourges. À l'époque, j'étais à Bourges. Et on était coursés par les flics. Alors, c'était drôle parce qu'à l'époque, c'était Giscard. Et on risquait 6 mois de prison et la confiscation du matériel pour passer de la musique sur la bande FM. J'avais été chercher un émetteur de 100 watts en Italie, un Itelco. Ah ouais. J'ai passé en loose day et puis je m'étais accoquiné avec le marchand de disques de Bourges et le patron du centre Pionnier pour le matériel, pour avoir et les disques et le matos. Je bossais comme DJ les week-ends, donc je me faisais un petit peu de blé. Toutes mes économies sont passées dans l'achat du reste et on a fait cette radio. Alors il y avait des bons flics qui nous appelaient en nous disant attention, vous êtes localisés, ils débarquent demain. Donc on prenait la PMP 403 sous le bras et le dipôle et l'émetteur sous l'autre bras et on changeait d'adresse. Et tu avais les mauvais flics qui débarquaient et qui trouvaient la cabane vide. Et pour la petite histoire, c'est l'année où Daniel Colling a créé le Printemps de Bourges. Et il avait réussi à me trouver et il m'avait proposé d'être la radio du Printemps de Bourges. Je dis, ouais, mais je vais me faire repérer. Il me dit, ouais, mais tu as une autorisation spéciale de la musique. Et donc, ma petite radio qui s'appelait CFM, tout simplement, c'est pour le département du Cher, où se trouve Bourges. Et on a été la radio officielle du Printemps de Bourges. Ah, ça, c'est génial. Je continuais toujours à être DJ parce qu'au moins, c'était un job solide. Et après, ça m'a gavé. Donc, je suis parti faire DJ en saison. L'hiver à Avoria, comme ça je faisais du ski, et l'été à La Baule, comme ça je faisais de la voile. J'ai réuni mes économies, j'ai remonté une radio à Bourges qui a cartonné tout de suite, et c'est là que Jean-Pierre D'Amico, en passant par là un retour de week-end, est tombé sur moi à l'antenne et m'a appelé pour faire court et m'a dit je cherche des animateurs pour une nouvelle radio qui va concurrencer Énergie, qui s'appelle Electric FM, et je cherche des animateurs et ça pourrait convenir. Donc je suis monté le voir, j'ai signé et je suis monté à Paris. Donc après, on connaît la suite. Tu as fait aussi de la télévision, mais est-ce que tu as trouvé un épanouissement identique à celui de la radio? Ah non, quand tu me poses cette question, tu connais déjà la réponse. Non. Moi, c'est... j'ai jamais voulu faire de télé. C'est la télé qui est venue à moi parce qu'à une époque, le directeur de programme des chaînes de télé, notamment Dominique Ancien, qui était la patronne des programmes de TF1 à l'époque. Puis à M6, c'est vrai aussi, Jean Drucker. Ouais. Ils sont tous venus chercher la nouvelle génération d'animateurs de télé dans la bande FM et ils ont eu raison. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Moi, je fais partie de la génération Arthur Boyer et Laurenti Guillaume. Bon, j'y suis allé pour voir. Bon, c'était sur M6, passer des clips, c'était marrant. En plus, je travaillais avec des gens qui débutaient, comme Serge Calfon et Gérard Policino. C'était la belle époque, c'était la bonne époque d'ailleurs. La petite chaîne qui monte. M6, la petite chaîne qui monte. C'était chouette, on participait à une aventure d'une chaîne dont on ne savait pas qu'elle allait devenir aussi importante, mais en tout cas... les débuts étaient vraiment sympas parce qu'on comptait pas les heures, hein, t'as vu, et on s'éclatait. Ouais, c'est vrai. Donc pour ça, c'était bien, mais pour en revenir à ta question, non, j'aime pas trop. Il y a des gens, comment te dire. Mais j'ai croisé des malfaisants quand même dans ce métier. C'est bien aussi de dire qu'il y a vraiment des sales cons dans ce métier et des gens qui
qui par leur dark side éteignent la lumière de pas mal de gens. Je parle pas forcément de moi, mais d'autres personnes qui ont été victimes de ces gens-là et qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient. Je voudrais parler de ce changement de carrière. En fait, bon, tu as l'accident de moto en 96, hein, ça a été Ça a été ça le déclic. le déclic. Tu avais 36 ans, donc à ce moment-là, Ouais. et tu ouvres les yeux sur la fragilité de la vie. Oui, on pouvait la perdre du jour au lendemain, donc j'ai pris pleinement conscience de l'importance de bien remplir sa vie et avec des choses et des gens qu'on aime faire, enfin des choses qu'on aime faire et avec des gens avec lesquels on a envie de partager sa vie et de surtout écarter de façon drastique tous les autres. La première chose que j'ai faite, je suis allé à TF1, convoqué par TF1, qui avait bien médiatisé mon accident, en se disant si jamais il s'en sort, super, on a une star en puissance, ça va cartonner. Et donc ils m'attendaient la bouche au cœur et ils m'ont posé la question qu'on ne pose jamais à TF1, qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'ailleurs, j'aurais pu produire mes émissions et faire fortune. Et moi, je leur ai dit, j'arrête. Ils t'ont fait venir dans le journal de PPDA, non? Oui. Ils ont bien fait les choses, hein. Ouais. Mais je leur ai dit, j'arrête. Et ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout. Et effectivement, j'ai arrêté. Parce que c'était pas ma vie. Bon, c'est clair, hein. J'ai eu le temps. Moi, j'étais confiné pendant 5 mois dans un lit d'hôpital. Ça te fait réfléchir bien, en fait, sur l'essentiel. Donc c'est pour ça, quand j'en suis ressorti, je suis sorti avec des vraies décisions mûrement réfléchies. Et justement, c'est ça, en fait, ça crée le danger, te crée les circonstances idéales pour te sortir l'énergie, le talent et les idées. Et c'est là que j'ai réorienté ma vie vers ce que j'avais envie de faire. Et puis ça fait 20 ans que je voyage pour le boulot et que je suis utile à travers ce que j'ai créé et que la vie est belle, en gros. Et donc, ce que tu as voulu faire, c'est notamment au départ le fameux raid Amazon. Le raid Amazon, la création, c'est de passer ce message que la vie m'a envoyé à travers mon accident et de livrer le message de façon moins traumatique que l'accident. D'accord. Donc j'utilise le sport et le dépaysement et les femmes. Et pourquoi justement la mise en valeur d'un raid pour les femmes? C'est un événement, une activité qui a une connotation plutôt masculine. C'est un truc de guerrier, tu vois. Et donc justement, le paradoxe était d'y inviter que des femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'un garçon en compétition ne voit que la compétition. Je sais, j'en ai fait beaucoup. Et c'est dans notre ADN. Les filles, et j'ai choisi Madame Tout-le-Monde plutôt que des sportives aguerries parce que sinon on retombe dans le même problème par rapport à la compétition. Et Madame Tout-le-Monde, elle doute, elle vient, c'est comme dans les bronzés font du ski. J'y vais, mais j'ai peur, en gros, pour résumer. Mais j'y vais. Et donc elles y vont. Elles prennent conscience de ce dont elles sont capables et de ce dont elles se seraient toujours crues incapables. Et elles se découvrent un pouvoir et des possibilités qui leur changent, pour certaines, la vie, carrément, puisqu'il y en a qui rendent du raid Amazon et qui plaquent leur patron et qui changent carrément de métier et qui font ce que j'ai fait. Quelle est ta définition du voyage? L'ouverture d'esprit, c'est un remède à beaucoup de maux à UX que connaît l'époque aujourd'hui, le communautarisme, le racisme. Le voyage est le remède à ces déviances de l'esprit humain. Parce que quand tu rencontres ton prochain qui n'a pas la même couleur, qui vit pas du tout comme toi, qui ne mange pas pareil, qui ne vit pas dans le même habitat, et qui a des coutumes et des religions complètement différentes, et qui t'accueille, voilà. Si tu arrives évidemment curieux et que tu passes pas ton temps juste à l'hôtel qui reproduit le mode occidental, ça guérit de tout ça. Parmi tes voyages, pour parler un petit peu d'environnement, parce qu'il y a quand même les exploits sportifs que tu fais avec des rallyes automobiles entre autres, pour le Sénégal, le Maroc. Non, moi je fais pas d'exploits, moi mais c'est vrai que je suis plutôt sport mécanique, moi, oui. Et qu'est-ce que tu réponds aux défenseurs de l'environnement qui aimeraient que ces rallyes cessent plus tel ou tel pays? Je leur répondrai, c'est très bien de s'attaquer au problème, mais comment dire, le cancer se traduit par des symptômes, mais la base du problème, c'est le cancer. Et là, je leur dirais qu'ils s'attaquent aux symptômes. De par mes voyages, je me suis retrouvé dans des vraies conditions de pollution. New Delhi, le Népal. Contrairement à ce que tout le monde croit, le Népal, c'est une horreur. Mais, par exemple, les pays émergents, eux, sont moins préoccupés que nous par l'environnement parce que leur urgence, eux, c'est le consumérisme.
Nous, on y a eu droit avant, et eux, ils veulent y avoir droit maintenant, tu vois. Les pays pauvres, eux, tout ce qu'ils veulent, dans un premier temps, si c'était possible, c'est juste survivre, avoir de quoi manger et boire. Donc, le problème de pollution, c'est pas au centre de leurs préoccupations, tu comprends? Mais ils pourraient prendre exemple sur nous qui, finalement, avons fait une connerie. Essayons maintenant de réparer ça. Ils devraient se dire, bon, ben, on pollue pas et on va réparer comme eux, quoi. Ouais, ben le problème, c'est va leur expliquer. Eux, ils nous ont regardés avec des yeux pleins de fantasmes en disant, ouais, ça doit être bien d'avoir les moyens de consommer, de profiter de la vie, en gros. Et là, on viendrait leur faire la leçon en leur disant, non, mais les gars, non, faut pas. Mets-toi à leur place. Ils vont dire, bah attendez, vous êtes gentils. Vous, oui, et nous, non, quoi, en quelque sorte. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il y a un décalage et que pour remettre tout le monde à niveau, à part de rentrer dans le mur de plein fouet tous autant qu'on est habitants de la planète, il faut trouver une autre solution parce qu'effectivement, aller dans le mur, c'est plutôt dramatique. Alors, chez nous en France, dirais-tu que on subit un genre de diktat écologique? Eh ben, si oui, pourquoi? Oui, tu vois, par exemple, je sais pas. En fait, si tu veux, en France, on veut bien faire, donc il y a des bonnes volontés. Effectivement, l'environnement, c'est un vrai souci. Mais comme on dit, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Et je pense que pour ce qui concerne certains élus et écolos, on est vraiment dans ce cas de figure. Ils veulent bien faire, mais ils respectent pas le timing. Je pense qu'il y a un timing à respecter qui est pas pris en compte par les élus écolos. Tu vois, quand j'entends des députés écolos qui veulent instaurer un quota carbone par habitant en France, pour moi, évidemment, c'est une ânerie. Pas que pour moi. C'est-à-dire, sur le plan théorique, ça peut fonctionner. Sur le plan pratique, c'est intenable. Et puis, pourquoi les Français se respecteraient un quota carbone et pas le reste du monde qui pollue beaucoup plus que nous? Tu vois, il y a une échelle d'injustice. Je pense aussi que le tout électrique n'est pas la solution. Parce que l'électrique, c'est bien, mais d'où vient l'électricité? Et quand tu vas derrière le rideau, tu te rends compte que faire de l'électricité, c'est pas propre. Je pense plus à l'hydrogène. L'hydrogène, le moteur à hydrogène existe. À Pau, il y a déjà des autobus, des bus, des transports publics qui fonctionnent à hydrogène. Ça fonctionne et ça rejette de l'eau. Et la fabrication d'hydrogène est beaucoup moins polluante que toutes les autres énergies. Donc je pense il y a des solutions. L'hydrogène en est une. Voilà. Quel est ton livre ou éventuellement tes livres de chevet sur le voyage? Moi, la base, ça a toujours été Jules Verne. Ouais. Halluciné, c'était une brève histoire du temps, Stephen Hawking. C'est fantastique ce bouquin. Je le conseille à tout le monde. La mécanique quantique vulgarisée et accessible à tous. Et on te parle quand même de la création de l'univers. Mais sinon, ce que je lis, je lis beaucoup d'infos. Beaucoup. Je me renseigne sur plein de trucs, de sujets différents. Alexandre, je te remercie. Ouais, merci à toi. À bientôt, ciao.